Mesdames et messieurs, bonsoir, peut-être bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Dans tout le cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission géopolitique sur Géopolis en télévision qui revient aujourd'hui sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux pays ont signé les documents le 27 avril et le 27 juin dernier à Washington, aux États-Unis, sur la médiation américaine justement. Et quelles sont les forces et les faiblesses justement de cet accord qui doit être déjà opérationnel d'ici une trentaine de jours. En tout cas, la question qu'on va poser à un acteur politique, un acteur social, un acteur de la société civile, et pas le moindre, il s'agit du coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Vous l'avez déjà compris, Christopher Ngoyi Mutamba. Monsieur Christopher, bonjour. Bonjour José. Bienvenue, merci d'avoir accepté exceptionnellement cette invitation. Vous lancez dans la foulée justement de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez suivi certainement l'évolution du pays pendant un certain moment, 65 ans après. Dans quel état d'esprit devrons-nous vivre ce jour-là? C'est quoi? Il faut célébrer, il faut commémorer, il faut faire quoi? Il faut méditer. Bon, moi je crois qu'il faut méditer dans le sens de poser un acte de réflexion très profond. Et également, cette journée nous surprend 3 jours après la signature d'un accord historique. Et nous pensons qu'il y a du baume au cœur, ça a réchauffé l'esprit et on peut célébrer en toute quiétude. L'autre fois, je vous ai reçu ici, vous avez parlé du cheminement du pays depuis les indépendances. Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les mêmes défis, comme en 1960, le démembrement du pays, toujours les menaces de balkanisation dont a parlé Patrice Emery Lumumba dans son discours. Et finalement, aujourd'hui, c'est comme si on a l'impression que les pays ont en train de stagner dans ces secteurs-là de la sécurité. Et quelle lecture faites-vous justement autour de ça? Oui, je peux dire que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a ce spectre-là qui nous caractérise, la menace du démembrement. D'aucuns pensent que le Congo est trop grand. Le Congo, c'est un réservoir de ressources minérales de tout genre, connues et non encore connues, et qu'il faut venir se servir. De ce fait, il y a toujours des intrigues qui minent l'évolution du développement politique. Ne pas céder, ne serait-ce qu'un centimètre de son territoire et de ne pas brader, contrairement à ce qui est dit, les ressources naturelles du pays. Je crois que Serge, je peux me proposer cet élément. On écoute le discours du président, ça sera juste un extrait parce que le discours est peut-être un peu long et qu'on ne sait pas comment aller au-delà de ça. L'État n'est pas resté indifférent. Il agit. Des missions de secours ont été déployées, des fonds d'urgence mobilisés, des projets structurants lancés pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Mais ces efforts, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas sans un véritable sursaut de solidarité nationale. Ils doivent être soutenus par une administration plus efficace, une meilleure coordination institutionnelle et la responsabilisation de tous les niveaux de pouvoir. J'en appelle également à un changement profond de comportement. Nous devons adopter une discipline collective, un civisme exemplaire et un respect des règles de vie en communauté. Aussi, je vous appelle à un sursaut patriotique, à une responsabilité individuelle qui fera de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Mes très chers compatriotes, fidèle à l'élan de notre indépendance, j'ai pris devant vous, avec une détermination sans faille, le serment de bâtir un Congo à la hauteur de nos aspirations. Avec constance et détermination,
j'ai placé la transformation de notre nation au cœur de mon mandat, mu par l'ambition profonde de faire de la République démocratique du Congo une terre de justice, de prospérité partagée et de dignité retrouvée. Cette vision que je porte avec vous et pour vous irrigue chacune de nos décisions et sous-tend les réformes audacieuses que nous menons dans un esprit de renouveau et de souveraineté assumée. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Il ouvre la voie à la transformation locale, à la création des milliers d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté et la valeur ajoutée nationale. C'est là le fruit d'un travail collectif, déterminé, au service d'un seul idéal, offrir à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur. C'est ce qu'on pouvait en dire. Le président revenait plutôt, l'extrait qui nous a été proposé pour les téléspectateurs, c'est un extrait où le chef de l'État revient sur le fameux deal en perspective entre la RDC et les États-Unis. Et ça rentre toujours dans les cadres justement du rebond économique du pays et de la renaissance internationale. Le président n'a-t-il pas raison carrément de dire aujourd'hui, je vous ai vu saluer son discours quand nous étions en train de suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème de la RDC. Les minerais qui sont produits ici, ils sont transformés et ils sont exportés généralement à l'état brut. Et finalement, le pays n'est hérité que de miettes à travers les taxes et droits que nous recevons à travers dans les cadres du Code minier. Oui, lorsque le président parle de la souveraineté et de la valeur ajoutée, il parle justement de ça. D'abord, ces minerais doivent être considérés comme étant nos minerais. Et pour leur exportation, il faut qu'ils soient ne serait-ce que transformés au premier degré. On peut ne pas produire des produits finis, mais on peut quand même les transformer de manière à ce qu'ils aient une valeur ajoutée. Alors, dans l'optique qu'il faudrait faire le transfert des technologies, arriver à booster la recherche scientifique et la technologie. Pourquoi? Parce que les minéraux sont ici, bien sûr, c'est ce qui est plus difficile, la matière première. Le reste relève de notre capacité de pouvoir nous organiser. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de minéraux, mais qui ont su imprimer à leur éducation la valeur qu'il faut. Dans ce que leurs universités créent des acteurs, créent des valeurs scientifiques, créent des valeurs technologiques dont le monde a besoin. Et du fait que le monde attend ça, et c'est un débouché qui leur permet d'engager beaucoup d'argent nécessaire à leur économie. Alors, le Congo, jusqu'à présent, parmi nos difficultés, il y a le fait que nous avons hérité d'un système d'éducation dicté par nos colonisateurs. Est-ce qu'avaient-ils pensé nous permettre de nous affranchir? Je ne pense pas. Et je crois qu'ils ont tout fait pour nous apprendre des choses qui ne résoudraient pas nos problèmes ou qui ne nous permettaient pas de résoudre nous-mêmes nos problèmes, de rester dépendants à eux
ou de consommer, d'avoir le regard tourné toujours vers l'extérieur, consommer ce qui nous viendrait de l'extérieur. Alors qu'ils ont les mêmes cerveaux, nous avons les mêmes cerveaux, et on peut revoir notre système éducatif, faire en sorte que, moi je suis ingénieur électromécanicien de formation, mais lorsque je vois aujourd'hui l'état d'un supérieur de techniques appliquées et tous les autres instituts qui forment les ingénieurs, pourtant utiles à la production. Alors, je peux dire qu'il n'y a pas une politique conséquente. Lorsque je vois la qualité de la manière dont sont traités nos chercheurs, alors qu'aujourd'hui, la plupart des applications que vous voyez, c'est le fruit de la production universitaire. Et les hommes d'affaires, le milieu d'affaires ou le monde des affaires est à l'affût de toutes ces applications-là qui sont créées et qu'eux utilisent pour leur industrie. Et ils produisent des biens dont le monde a besoin, dont les peuples du monde ont besoin pour bien vivre. Et ils nous vendent. Par exemple, je prends l'exemple des téléphones cellulaires ici. Nous payons un lot tribut, tout simplement parce qu'on exploite en nous tuant. On exploite la matière première qui sert à la fabrication de tous ces téléphones ici, mais en nous tuant. C'est tout ce qu'on bénéficie, donc c'est tout ce qu'on paye. Alors que on a vu le Rwanda, un petit pays à côté ici, en train de lancer une usine de fabrication de téléphones cellulaires, en train de recevoir les retombées de l'exploitation de nos ressources. Alors, il faudrait que maintenant, là, à travers un acte de réflexion très poussé, nous puissions arrêter de nouveaux concepts pour chaque domaine, avec des actions à entreprendre pour chaque domaine. Et c'est ce qui fera en sorte que ces nouveaux concepts-là, bien sûr, après avoir fait l'état des lieux pour chaque domaine, et on saura, voilà, dans tel domaine, voilà ce que nous devons adopter comme concept présentement, et voilà les actions que nous devons mener maintenant, donc à plus bref délai, à moyen terme et à long terme. Et c'est là, cette perspective-là, qui permettra à la nation de se lancer vers un développement réel. La guerre est terminée, oui, c'est le cas de le dire. Nos frontières ne seront plus violées, nous osons le croire, parce qu'il y a l'implication des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas moindres. Mais osons-nous dire qu'à travers ça, nous devons maintenant nous organiser en interne, arrêter de nouveaux concepts, comme je voulais le dire, et nous appliquer à faire en sorte que le développement devienne réel. Oui. Voilà, c'est qu'on peut peut-être dire, vous l'avez déjà fait une belle transition en abordant justement cette question de la coopération qui doit être relancée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les deux frères ennemis finalement, qui ont signé un accord de paix, je l'ai dit à l'introduction de cette émission. L'accord prévoit beaucoup de choses. Le premier point, par exemple, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, les désengagements de forces négatives et de forces levées des mesures défensives du Rwanda à la frontière. Et il parle également du respect de l'intégrité territoriale du Rwanda, la neutralisation des FDLR, les règlements pacifiques de conflits. Est-ce que pour vous, c'est véritablement un nouveau départ dans les relations entre les deux pays? Parce qu'on sait que les accords sont souvent signés, mais leur problème, c'est aussi la mise en œuvre. Et comment, de manière globale, percevez-vous cette évolution, quand même sur papier, qui a permis que la RDC et le Rwanda, finalement, puissent se serrer la main? On a vu Mme Kwamba saluer son homologue Ndurungirie du Rwanda, et ce qui n'était pas arrivé depuis un certain moment. Oui, moi je pense que c'est une très bonne chose. J'étais sur ce plateau lorsque Goma est tombé. Ouais. En tant que société civile, j'étais personnellement révolté et j'avais lancé un appel à la communauté internationale. J'avais interpellé la communauté internationale sur son indifférence face à ce que les Congolais sont en train de vivre en ce siècle ici.
c'était une honte pour l'humanité tout entière. Et nous avons vu une résolution 2773. Nous avons vu presque le monde entier se mettre à l'écoute, le monde entier s'intéresser au Congo, et le narratif changeait. Le Rwanda, qui avait réussi à occulter tout ce que nous étions en train de vivre, a été mis devant la scène, mais de quelle manière? En tant que pays agresseur, identifié et pointé du doigt, dans toutes les instances. Alors, c'est pour dire que la communauté internationale, pour une fois, a joué son rôle. Le 27 dernier, il y a eu l'accord qui a été signé. C'est une très bonne chose. Et l'accord indique clairement que les forces rwandaises doivent se retirer. Le Rwanda doit lever sa main du Congo. Tout le monde sait que les M23 et tous les autres, ce sont des supplétifs du Rwanda. Et le président de la République avait toujours réclamé qu'il ne pourrait pas parler avec des pantins, il devait parler avec celui qui attaquait réellement le Congo. Aujourd'hui, l'accord est signé. Bon, je ne peux pas déjà prédire ce que le Rwanda ferait. Il est libre de faire ce qu'il peut. Mais je peux m'hasarder à émettre des avis sur, ou faire des propositions, ou faire des projections sur ce que nous, Congolais, nous devons faire. Le président l'a dit, il faudrait qu'il y ait une solidarité de fait, une solidarité vivante, qui implique tous les Congolais, chaque Congolais. Qu'on ne considère pas que les affaires de l'État ou les affaires du pays concernent une catégorie de politiciens, d'individus, politiciens soient-ils, ou autres, et que devant la passivité totale du reste des Congolais, non, tous, on nous appelle souverains primaires, nous avons un rôle à jouer. Le pessimisme, oui, a toujours caractérisé les Congolais, surtout qu'il y a des îlots qui sont là pour distiller le pessimisme. L'accord, c'est le mieux, c'est quelque chose de mieux que nous pouvions escompter avoir en ce moment, par rapport à cette guerre. Parce qu'on avait, en termes d'alternatives, ou en termes de solutions, qu'un accord qui indique clairement que le Rwanda nous agresse, qui le contraint. L'accord n'empêche pas l'exécution, par exemple, de la résolution 2773. L'accord n'empêche pas que tous ceux qui nous ont causé du tort soient poursuivis. Ils seront poursuivis. L'accord détermine que, dorénavant, on ne pourra plus remettre en cause l'intégrité de notre territoire, issu de la colonisation. L'accord stipule que toutes les forces non invitées doivent quitter le Congo. Ça, ce sont les éléments qui sont contenus dans l'accord. Mais pour tout le reste, moi je pense que c'est la manière dont nous, Congolais, nous allons nous comporter qui va déterminer l'application ou l'issue de l'application de cet accord. C'est pourquoi, en tant que société civile, je voudrais juste ici dire aux Congolais que l'accord, c'est la meilleure chose que nous devions attendre. Et puis cet accord a été signé aux États-Unis devant le président des États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous que depuis notre accession à l'indépendance, aujourd'hui nous avons 65 ans, il n'y a jamais eu une telle action menée au plus haut sommet d'un État, d'une puissance qui se trouve être les États-Unis d'Amérique. C'est une grande première. C'est sur base de ça que vous fondez votre conviction que cette fois-ci c'est la bonne. Parce qu'on sait dans l'histoire, et la RDC et le Rwanda, ce n'est pas une première la signature de ces gens-là d'accord. À quoi est-ce que c'est particulier? C'est parce que ce sont les États-Unis qui ont fait C'est particulier parce que les États-Unis ont eu à jouer un rôle très important dans notre histoire. Les États-Unis, pendant la guerre froide, moi je ne vous apprends rien, ont eu à jouer un rôle non seulement
dans l'histoire du pays, de la RDC, mais dans l'histoire du monde. Et si aujourd'hui, si pendant si longtemps, nous sommes restés inaudibles, oui, c'est parce que quelque part, il y avait une volonté de ne pas parler de nos misères, de ne pas parler de ce que nous étions en train de subir comme injustice, de ne pas parler. Le Lumumba a été tué. Bon, le monde en a parlé, mais c'était sans effet. Ça n'a pas subi, ça n'a pas été suivi d'effet. Alors, lorsque les États-Unis agissent, il faut considérer qu'ils intègrent ça dans leur système, dans leur administration. Ça prend souvent quelques temps pour que les nouvelles dispositions ou le nouveau dispositif imprègnent tous les rouages de l'administration. Et une fois que cela est fait, plus personne ne peut arrêter ça. Plus personne, moi je vous dis parce que ça devient un rouleau compresseur, où vous mettez au travers, il vous broie. Que vous soyez Rwanda, que vous soyez Kabila, que vous soyez... Donc, il vous broie. Alors, maintenant, et c'est là qui fonde ma conviction. Parce que je connais comment fonctionne ce pays, je connais comment fonctionne son système, mais du moment qu'il y a un nouveau cap qui a été fixé, et tous les rouages de l'administration américaine sont en train de s'accorder selon le nouveau cap qui a été fixé, moi je pense que plus rien ne pourra arrêter. Malheur à ceux qui vont encore demeurer dans la distraction ou croire que c'est la même chanson et avec la même danse, qui vont continuer à penser que la distraction continue et ils vont s'exposer. Alors, dans le préambule justement de ça, c'est en pensant aux États-Unis. Oh, allez-y. Mais il y a des dispositions que nous devons prendre aussi en interne. Alors, on va y revenir, mais je dis, ma question était de savoir, de poser, de savoir aujourd'hui, dans le préambule justement de cet accord, il est dit, les signataires font référence à tout ce qui s'est fait aujourd'hui, notamment pour parler de Doha, entre le gouvernement de la RDC et la rébellion. Et on salue aussi tout ce qui a été fait dans la sous-région. Dans une interview accordée récemment à la presse américaine, le chef de l'État est revenu sur ça, que l'Afrique aussi a contribué. Justement, il a salué, même dans son discours du 30 juin, il a salué l'implication, par exemple, de l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, et les autres du continent qui ont pu faire quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, comment voyez-vous cet accord dans les 30 jours qui va suivre, parce que sa matérialisation, c'est dans une trentaine de jours, comme je le dis à l'introduction. Comment voyez-vous sa mise en œuvre aussi longtemps qu'il y a des négociations qui piétinent, on ne pourra pas avoir peur de le dire, qui piétinent à Doha et que les choses ne semblent pas évoluer? Est-ce que ça ne peut pas aujourd'hui finalement compliquer l'équation? Moi, je peux vous dire que cet accord, j'ai entendu, d'aucuns continuaient à évoquer les négociations de Doha et d'un peu partout ailleurs. Moi, je pense que cet accord s'est inspiré des assises de Doha, s'est inspiré de tout ce qu'il y a eu comme rencontre bien avant. C'est presque la synthèse de tout cela. Sinon, on ne l'aurait pas signé. C'est vraiment la synthèse de tout cela. Et s'il reste encore des rencontres ou des dispositions latentes, oui, ça aura lieu, mais ils vont rester dans le format de l'accord. Ils vont rester dans ce que l'accord a déjà arrêté. Parce qu'il y a eu d'abord un accord de principe. Vous savez, les principes sont essentiels. Une fois que les principes sont arrêtés, la mécanique, la tactique pour atteindre ces principes ou pour les appliquer peut changer, peut aller dans tous les sens. Mais lorsque les principes sont déjà arrêtés, on va rester dans ces principes-là. Moi, je ne pense pas qu'il y ait encore un autre accord, qu'il y ait encore une autre assise qui viendrait changer le momentum, qui viendrait changer l'esprit de l'accord. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Rwanda est mis devant ses responsabilités.
La RDC la aussi. RDC La RDC est aussi, devant parce ses que responsabilités. elle est accusée par le Rwanda de soutenir les FDLR, justement. Bon, écoutez, c'est une bonne chose qu'on parle de FDLR, dont moi et toi, nous savons qu'ils n'existent plus sur notre territoire. Ce sont des vieux papas, parce qu'imaginez, aujourd'hui, ils ont quel âge? Hein? Tout le monde s'accorde pour le dire. Et le Rwanda lui-même est incapable de nous pointer là où se trouve les FDLR. Nous dit, ils sont à tel endroit, livrez-nous. Et le Rwanda a eu des entreprises du genre récupérer les FDLR ou bien les neutraliser à 2 reprises ou 3 sur notre territoire. Et le Rwanda a eu à maîtriser, pour ne pas dire contrôler, même notre appareil sécuritaire. Kabila qui est aujourd'hui là-bas, qui a pour base arrière le Kigali. On va parler Bon, de Kabila. il était président, chacun il est censé mis... connaître là où se trouve le FDLR. Ouais. Bon, pourquoi n'avait-il pas livré tous ces FDLR au Rwanda? C'est pour vous dire que c'est tout simplement une... Dans ces négociations, quelle qu'en soit l'issue, ça ne peut pas venir chambouler les choses dans le cadre de ce qui s'est fait. Mais vous avez suivi certainement le discours un peu va-t-en-guerre des animateurs de la rébellion, pour ne pas le citer ici. Ils disent qu'ils ne sont pas concernés carrément de ce qui s'est fait. Non, mais ce sont des enfants qui jouent avec le feu. Ce sont des enfants qui jouent avec le feu. Je pense qu'ils ont eu une rencontre avec Madame Bintou Keïta, qui représente le secrétaire général des Nations Unies. Elle a été claire avec eux. Dans ses dires ou ses dires sont tributaires de la résolution 2773. Elle a encore anticipé sur certaines dispositions contenues dans cet accord ici. Ils doivent prendre ça très au sérieux. Et malheur à ceux-là qui vont continuer à penser que ils ont... Bon, le Congo aujourd'hui n'a pas une crise politique. Vous allez nous parler d'une rébellion. On sort des élections. On sort des élections. Il y a un gouvernement en place et tout. Et il n'y a plus de place pour ce genre de manœuvres. On a vu, ce n'est pas la première fois qu'il y a des gens qui prennent les armes, qui ont la prétention d'évoluer jusqu'à prendre le pouvoir ici à Kinshasa, mettre de côté la Constitution, commencer avec autre chose. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est de trop. C'est déjà connu ça. Voilà, mais c'est justement dans ce contexte-là que les langues se délient peu à peu justement pour parler d'une hypothèse d'un dialogue national qui devrait être organisé dans le pays, justement parce qu'ils estiment que l'option, les volets internationaux ou extérieurs diplomatiques semblent produire déjà ses fruits, il faille trouver justement l'énigme nationale. Est-ce que pour vous, la population doit s'attendre justement à ce qu'il y ait dialogue national et qui sont les participants, d'autant plus que le président a déjà mis en place un comité qui travaille sur la question avec les hommes d'église. Voilà. Moi, je pense que il a fallu attendre aussi que l'accord ici soit signé pour qu'on ait plus d'éclaircissement. Et si dialogue national il y aura, ou consultation nationale il y aura, qui pourrait se retrouver sur cette table? C'est d'abord tous les Congolais qui sont dans la composition selon laquelle nous sommes dans un processus démocratique qui évolue normalement et qu'il y a des réglages à faire à certains endroits et qu'il y a un apport qui peut venir aussi en dehors du pouvoir actuel ou de ceux qui constituent la plateforme au pouvoir actuellement. Oui. Et ces gens-là peuvent serrer de la table. Mais s'il y a des gens qui nourrissent l'idée de dire que tout ce qu'on a connu comme avancé parce qu'il y en a eu, doit tomber à l'eau, faire la table rase, revenir à la case de départ, moi je pense que ces gens-là
sont des inhibiteurs de développement. Et ils viendront apporter quoi? Et du reste, la plupart, c'est des gens qui ont déjà eu à gérer. On connaît ce qu'ils ont fait en termes de fait de gestion. On connaît. Et ils n'ont pas de leçons, ils n'ont pas grand-chose à apporter. Alors, il faudrait que, j'ai parlé dans l'introduction d'un acte de réflexion. C'est ce dialogue-là, cette concertation-là, va poser un certain nombre de questions qui font que pourquoi nous nous retrouvons toujours en train de stagner, va remettre en cause l'homme congolais. Parce qu'il y a des responsabilités aussi au niveau de l'homme, de l'individu, le Congolais. On porte une responsabilité quant à ça. Va poser le problème de l'animation de nos institutions. Va poser le problème du développement politique. Parce que le développement réel, tel qu'on a vu, procède d'abord par le développement politique. Si politiquement, nous avons des politiciens qui pensent que les Sapunda, Punda les et ils transposent ça dans la gouvernance, dans la gestion des affaires publiques. Moi, je pense que là, nous sommes terre à terre. Ce sont ces genres de questions, ou ce sont toutes ces questions-là, ce sont ces questions-là qu'il faudrait arriver à mettre sur table autour d'une rencontre ou d'une série de rencontres ou d'un forum afin de tirer clairement de nouveaux concepts. Pour chaque domaine, j'insiste, il n'y a pas que le domaine politique qui est en cause. Même dans notre armée, il y a des problèmes. Il faut faire un état des lieux et puis voir des nouveaux concepts, mettre en place de nouveaux concepts. Et quels sont les vecteurs à travers lesquels nous allons appliquer ces nouveaux concepts et qui seront ces animateurs, les gens qui vont appliquer. Et si nous le faisons, autant pour notre économie aujourd'hui, elle est ce qu'elle est ou ce qu'elle était depuis notre accession d'indépendance. C'est une économie qui, moi je peux dire sans me tromper, qui n'est pas en phase avec la vocation de notre pays. Nous avons beaucoup de ressources. Mais nous ne mettons pas en phase la vocation de notre pays, nos réalités, les traduire en modèle économique. Alors, et au regard de ce que le monde, ce dont le monde a besoin. Aujourd'hui, le monde affiche clairement qu'il a besoin du Congo, a besoin de nos ressources. En tout cas, le président le dit même. Le président le dit dans son discours. Dans son discours. Oui, également. Mais le président le dit, mais est-ce qu'il a des hommes qui sont capables de traduire maintenant son discours-là en réalité? Ça pose problème. Ça pose problème, mais vous parlez aujourd'hui, vous dites que c'est... Naturellement, c'est la position de la société civile dans son ensemble, généralement, qu'il ne faut pas une prime à l'impunité, tout ça. Mais aujourd'hui, si c'est le prix à payer pour la paix, parce que sur le plan international, la solution semble être en train d'être trouvée. Et aujourd'hui, vous avez des acteurs comme Joseph Kabila, qui est presque hors jeu parce qu'il n'est pas à Kinshasa. L'auditorat militaire tend à vouloir l'entendre. Et finalement, vous avez des rebelles des chefs rebelles qui sont condamnés par la justice congolaise et que ce sont eux qui ont des armes concrètement entre leurs mains et le seul retrait de Rwandais. Vous pensez que ça résout le problème de l'Est? Moi, je pense que nous devons savoir évoluer. Il ne faut pas faire du surplace. On doit savoir évoluer. Et il y a des gens, chaque être humain est appelé à évoluer, à s'affranchir. Également, nous devons sortir des pesanteurs tels que le pays ici ne peut pas se mettre debout s'il n'y a pas tel en fonction. Mais si ces gens-là mouraient, donc le pays serait condamné à mourir. Alors moi je peux vous dire que nous sommes victimes, c'est-à-dire la RDC est victime d'une certaine classe politique. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis à considérer que lorsque la Constitution de 1945 évoque le concept souverain primaire,
c'est juste du blabla, mais en réalité, ils sont dans le concept de Machiavel. Point, c'est tout. Ils détiennent le pouvoir s'impose, s'arrache, c'est-à-dire par la force, on l'exerce sans partage et dans l'indifférence du souverain primaire ou de la population, qu'on appelle masse. Et alors, on doit sortir de ces concepts-là, on doit sortir de ces postulats-là. Et comment on fait finalement? C'est en écartant toutes les personnes qui ne transpirent que de ça. Il faut les mettre de côté. Mais comment ça va se faire dans les faits? Parce qu'ils sont détenteurs des armes, détentrices des armes. On va les désarmer. Comment ça se fait? Désarmer. Ouais, rassurez-vous, le Congo, nous sommes à la 8e position à l'échelle africaine. 63e, je crois, à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Malgré le fait d'avoir été si longtemps infiltré, malgré d'avoir été sous embargo, malgré, mais on se trouve à ce niveau-là. Et les pays qui soutiennent les gens dont vous parlez là, ils ne sont même pas sur cette échelle. C'est-à-dire que ce sont des puissances militaires insignifiantes. Qu'est-ce qui a toujours empêché que le Congo puisse déployer toute sa force? Tout simplement parce que c'est les mêmes tares qui ont fait qu'on est resté pendant l'embargo, pendant qu'on était agressé, on nous imposait l'embargo, ainsi de suite. Et ces paradigmes-là ont changé. L'embargo a été levé. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que cette guerre qui a entraîné autant de morts au Congo n'a que trop duré. Tout le monde s'accorde au niveau international, dis-je. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y a pas un problème politique, une crise politique majeure au Congo. Et c'est pourquoi tous ces rebelles-là n'ont pas été invités aux États-Unis. C'est pourquoi même là où ils étaient à Doha, ils ont émis des cahiers de charges, mais qui sont irréalistes. Parce que tous les intervenants sérieux trouvent que y a un problème qui ne colle pas. Donc Alors, moi je pense que lorsque on prend les armes, je prends le cas par exemple de M. Nanga. Bon, on l'a vu surgir comme président de la CENI, désigné par des confessions religieuses, présenté comme un pasteur, alors qu'il ne l'a jamais été. Et ce monsieur organise des élections, il présente des résultats que le peuple accepte. Que le peuple accepte. Parce que rassurez-vous, cher José, si on nous avait présenté au niveau du résultat là, un certain Chagari comme vainqueur des élections, je crois qu'il y aurait eu révolte. Et même le savent. Je crois que ce jour-là, Kabila serait chassé par la population. Et même en était conscient. Ils ont présenté des résultats qui correspondaient à à la configuration sociologique, politique sur terrain. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti du néant qu'on a placé là-bas, comme il prétend le dire. Et Nanga a défendu ces résultats mordicus. Il est passé sur les médias, moi je l'ai suivi plusieurs fois. Il a défendu ces résultats. Et le même Nanga se réveille un matin pour dire, non, écoutez, ces résultats-là étaient faux. Il y avait eu une négociation, ou quoi, et tout. Donc, ça dépasse tout entendement. Et ce monsieur va prendre les armes. Il devient chef de guerre, quelqu'un qui a été président de la CENI. Il va prendre les armes. Au moment où nous vous disons que Nanga, il a un mentor. C'est celui qui l'avait mis à cette place-là. Et tout ce qu'il avait fait, c'était pour sauver son mentor-là. Et ce mentor-là nous prend nous, société civile, nous prend nous, Congolais, comme des gens écervelés, pour croire que, tel que nous sommes là, nous pouvons considérer que ce pays, c'est son bien, et qu'il a eu à un certain moment à céder le pouvoir pour une période,
Et puis il allait revenir pour le récupérer et continuer à nous diriger. En tout cas, Et ça c'est grave. en tout cas, Et c'est ce qui anime ces gens-là jusqu'à aujourd'hui. Parce que Kabila est en train de faire des consultations. Nous sommes société civile. Nous sommes en contact avec des gens qui participent à ces consultations-là. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que voilà, il a essayé de se battre contre Wazalendo. Et Wazalendo, c'est qui? C'est une création de son père, entre guillemets. Ce sont les résistants. Mouzé Laurent Désiré Kabila, voilà qu'il y avait un danger qui planait. Et il a décidé d'armer la population pour qu'elle puisse se défendre elle-même. Parce qu'il y avait une propension à l'envahissement par le Rwanda. Et ça s'est vérifié. Ces jeunes gens qui ont pris les armes, d'autres sont nés même en brousse. Et ils le défendent mordicus parce qu'ils savent que sans le faire, ils seraient esclaves définitivement pour le reste de leur vie. Et voilà qu'ils ont essayé de les corrompre, ça n'a pas marché, et on a vu des billets des banques et tout ça, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, il les revient pour appeler maintenant les chefs de famille, les chefs de communauté pour leur dire non, dites à vos enfants de déposer les armes parce que moi je viens, on n'aime pas les Baswahili. Voilà l'image, le message qu'il est en train de véhiculer. À Kinshasa là-bas, tous les généraux Baswahili sont en prison. Est-ce qu'on arrête des gens sans motif ici? Alors, ce discours-là, malheureusement pour lui, ne passe pas. en tout cas, nous sommes en démocratie, Et certainement. si vous voulez qu'on aille au dialogue, pour qu'on nous amène les gens de cet acabit, qui viendront nous dire que voilà, le Congo, c'est un bien, le Congo et tout ça, donc c'est un bien privé, alors là, nous allons stagner, nous allons stagner. Le dialogue, c'est juste, s'il faut le faire, un acte de réflexion très profond qu'on va poser en s'appuyant sur des valeurs réelles, en s'appuyant sur des postulats qui sont aujourd'hui considérés comme des acquis parce que nous sommes dans un cheminement. On a évolué. On ne va plus revenir à la case de départ. On doit continuer à partir de là où nous sommes, aller par devant. Ne débouchera pas à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale et à l'intégration, parce que l'accord de paix signé avec le Rwanda dit clairement qu'il faut une intégration conditionnelle. Oui. Monsieur conditionnel, est-ce que sur le plan politique, comment on prend en charge ceux qui ont mené la rébellion? Parce que ce sont des Congolais Ceux qui ont mené la rébellion, il y a des Congolais naïfs. Il y en a qui étaient en quête du travail. On leur a dit à la rébellion, on va vous payer l'argent. Nombreux, on leur promettait des salaires mirobolants. Et ils se sont dit, c'est un travail comme tout autre. Nous allons y aller. Et on trouve tous ces Congolais-là. Quand on dit réinsertion conditionnelle, c'est-à-dire on va étudier le cas de chacun. C'est au cas par cas. On va étudier le cas de chacun. Il faut d'abord s'identifier. Est-ce que vous êtes Congolais? Vous habitez où? Quels sont vos parents? Et pourquoi? Comment êtes-vous entré dans la rébellion? Il va vous expliquer. C'est alors qu'on verra que non, celui-ci, on peut le démobiliser, le garder dans l'armée. Celui-ci, on peut le démobiliser, mais le destiner à la vie civile. OK? Pour ne pas tomber dans la précarité, voilà, on vous donne les moyens, on va vous apprendre, on va vous envoyer dans un centre, vous allez apprendre un métier. À partir de ce métier, vous saurez vous en sortir dans la vie civile. Parce que vous maîtrisez déjà le métier des armes, il ne faudrait pas que vous puissiez retomber dans le banditisme, comme on le vit dans certains points. Et c'est cela la démobilisation conditionnelle. Et on parle maintenant de la prise en charge du personnel politique maintenant. La prise en charge du personnel politique, ça peut être une prise en charge en prison. C'est une prise en charge. Que voulez-vous? Des gens qui ont massacré des gens, des innocents, par milliers, et on les a prévenus. Vous voulez faire tomber Goma. Entre Sake et Goma, il y a des déplacés. Par milliers, il y a des camps, des cantonnements. Et ces camps-là, c'est vide. Les gens, les déplacés convergent vers Goma. Et vous ne pouvez pas entrer à Goma avec des armes. Ils ont dit, niet. Ils sont entrés et ils ont massacré des gens. Et vous allez me demander qu'on puisse se casser les méninges pour trouver comment prendre en charge ces acteurs-là.
Oui, mais il y a la CPI qui est en train de travailler. Il y a des enquêteurs de la CPI sur terrain qui sont en train de travailler et tout ça. Il y a plusieurs instances qui vont opérer. Si à ce niveau-là, on estime que, oui, vous êtes acteur, bon, tel tribunal a besoin de vous, allez-y d'abord répondre. Il ne faudrait pas que le dialogue, il ne faudrait pas que les accords viennent protéger des criminels ou des gens qui délibérément ont choisi de poser des actes répréhensibles. Il ne faudrait pas ça. Donc, c'est une épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête justement de ces chefs rebelles. Ah oui, mais à qui la faute? Avec lesquels la RDC discute quand même dans le cadre de pour parler des droits. Je vous dis que... Avez-vous espoir à ces négociations qu'elles puissent finir finalement un jour pour que la paix redevienne définitivement la paix? Non, la paix est déjà là. Je vous dis que la paix est déjà là. On parle du volet national cette fois-ci. Oui, même au niveau national, la paix est déjà là. La résolution 2773 détermine tout. Là, on ne va plus y revenir. L'accord qui a été signé ne met pas en difficulté ou n'énerve pas les dispositions de la résolution 2773. Ça, retenez ça. Ça doit être appliqué. Cet accord-là ne remet pas en cause les enquêtes que les enquêteurs de la CPI sont en train de mener ici. Ça ne remet pas en cause. Ça n'absout pas tout ce qui a été posé comme problème ou violation ou crime de guerre, crime de tout genre. Ça ne vous dispense pas de tout ça. Alors, on est en train de chuter, justement. Mais aujourd'hui, beaucoup pensent que, par exemple, la négociation, en fait, l'accord signé entre la RDC et le Rwanda a parlé de cette hypothèse, le retrait des Rwandais, tout ça. Mais à l'est du pays, il y a une centaine de groupes armés. On parle même des centaines de groupes armés. Comment est-ce qu'on parvient à neutraliser tous ces groupes armés? Parce que l'M23 n'est qu'un groupe peut-être le plus important actuellement, mais il y en a quand même d'autres qui sont en train d'opérer, non pas seulement dans les Kivu, mais aussi vers les Touris. Je peux vous rassurer que 95%, voire même plus, de ces groupes armés-là, ce sont des patriotes. C'est les patriotes qui ont pris des armes pour se défendre contre l'envahisseur. 95%. Et ils sont disposés. Du moment que le gouvernement a pris des dispositions de créer ce qu'on appelle la réserve de l'armée. S'ils ne font pas directement, automatiquement partie de cette réserve-là, ils sont disposés à en faire partie. Ça ne pose pas de problème. Il y a des groupes créés par le Rwanda, des supplétifs du Rwanda, qui sont là pour des sales besognes. Ces groupes-là, on va les désarmer. S'ils ne veulent pas être désarmés, ils le seront par la force. Et ça, c'est la résolution le dit. Et l'accord, si nous suivons les dires du président des États-Unis d'Amérique, son Excellence Donald Trump, que je salue en passant, il dit clairement que ceux qui violeraient l'accord seraient punis. Et c'est clair. Alors, dans cet accord, et on ne parle que les volets sécuritaires, politiques, mais l'accord vise essentiellement un volet aussi économique à travers la coopération bilatérale qui doit être relancée. Et pour vous, ça va porter essentiellement sur quoi? D'autant plus que nous savons, là ça a été dit, c'est une question de notoriété publique, que le Rwanda et la RDC, les antagonismes qu'il y a entre les deux pays, les violations toujours perpétuelles de la souveraineté de la RDC, c'est une guerre essentiellement économique. Le président de la République l'a dit il y a quelques jours. Et ça sera sur quoi est-ce que la coopération va porter et comment le voyez-vous dans le futur? Oui, le postulat du volet économique, moi je l'ai toujours dit, que le Rwanda devait mettre en place un nouveau modèle économique. Devait se constituer en économie de service. Et c'est ce qui a été conseillé à l'époque par les États-Unis d'Amérique.
C'est ainsi que nous avons encouragé le Qatar et d'autres pays à aller investir au Rwanda. En faisant quoi? En créant des unités de service. On sait que le Rwanda n'a pas de minerais. Le Qatar a mis en place, a implanté une raffinerie pour se dire, nous pouvons rendre service. Ce qui viendrait comme l'or qui viendrait de la RDC peut être raffiné chez nous, et puis nous en tirons quelque chose. Mais c'est l'or congolais, c'est l'or de la RDC, et exporté, et nous tirons ce que nous pouvons tirer là-dedans. Ils ont créé, le Qatar est allé, a créé Rwanda Air. Et ils se sont organisés à transporter, on leur a ouvert même notre espace aérien. Ils peuvent venir transporter les Congolais dans de bonnes conditions et puis les amener là où ils veulent partir. Ils veulent aller. Et voilà l'économie qu'on a conseillée au Rwanda. Mais le Rwanda se dit, malgré ça, moi je dois toujours continuer à aller puiser les minéraux. Et comment ça se fait avec la RDC? On a compris l'économie de si aujourd'hui vous voyez le Qatar en train de s'activer, c'est parce que le Qatar s'était inscrit dans la logique de faciliter au Rwanda la création d'une économie de services. Et parmi ces pays-là, transparents, qui ont mené des actes ou des actions claires et transparentes. Ok? Alors, vous voulez savoir comment? On parle de la coopération bilatérale qui doit être relancée parce que c'est ça l'objectif in fine. Oui. Parce que Donald Trump l'a dit, il faut relancer la prospérité dans la sous-région des Grands Lacs. Tout à fait. En parlant de la coopération, le Congo, c'est un grand pays. Nanti, tout le monde le sait. Et dans notre nature, nous ne sommes pas belliqueux comme les autres. Nous pensons toujours au bien de tous les autres qui nous entourent. Raison pour laquelle le président avait même proposé qu'on crée un couloir qui permette la libre circulation des biens et des personnes, qui pourrait être un marché ouvert dans cet espace. Mais malheureusement, cette proposition n'a pas pris pied parce que les gens ont toujours cette propension-là à se dire il faut puiser par la force et puis se remplir les poches, tout simplement. Alors, aujourd'hui, quand on parle de la coopération bilatérale, la CPGL a existé depuis des lustres, a existé, et a scellé cette forme de coopération. Et c'est toujours nécessaire. Et également, j'aimerais souligner que lorsqu'on parle du Rwanda, ne voyez pas la personne de Kagame. Non, il est bien sûr président aujourd'hui. Mais Kagame, il faut le voir au passé. Moi, je le vois déjà au passé. Kagame, ceux qui ont discuté l'accord de l'autre côté et tout ça, c'est d'autres personnes. C'est pas Kagame. Il a faim d'être malade, il était absent, en train de vaquer à autre chose. Parce que tout le monde sait que, tout le monde connaît sa nature. Sa nature. Moi, je peux vous dire que le Rwanda, même après Kagame, continuera à être voisin du Congo et continuera à être partenaire du Congo. Comme il l'avait été avant Kagame. Et que maintenant, là, il y a des gens qui s'étaient portés garant pour aider le Rwanda à asseoir une économie de services. Mais le Rwanda a brillé par la fourberie, la perfidie, et ça nous a amené, ça l'a amené là où nous sommes, et il faut remettre les choses sur la table, et recomposer des nouveaux partenariats. C'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qui va se faire. Alors, dans la conclusion, je vais dire, de cet entretien, on revient par exemple sur une disposition de cet accord qui ne contraint pas, malheureusement, peut-être pour le Congolais, aux parties signataires qui peuvent se retirer aussi de cet accord au cas où ils estimeraient que ce n'est pas possible de l'exécuter. L'accord prévoit ça? Ça prévoit. Oui. Oui, ça prévoit. Il y a une disposition, je peux vous la lire, où il y a beaucoup comme ça, et les parties conviennent de se voir à chaque maximum 45 jours pour évaluer la mise en œuvre de cet accord. Donc ils peuvent violer l'accord quand ils voudront. Pas violer, donc on a la possibilité de se retirer sur un accord, qu'on s'engage de bonne foi. On s'engage de bonne foi. Il y a certaines dispositions dans l'accord sur lesquelles
certaines options sur lesquelles les pays pourraient se concerter. Sur ces options-là, un pays peut dire non, cette option ne me convient pas. Ok? C'est dans ce sens-là. Oui. Ce n'est pas dire qu'il peut remettre en cause l'accord. Non. Ça, c'est... Faut pas... Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Parce que par exemple, il est dit, on dit risque et contrainte. On parle de... Je crois ça, c'est... En tout cas, il y a un mécanisme de suivi qui avait été mis en place, qui doit être un organe d'évaluation. Oui, régulier. Régulier de cet accord, de la mise en œuvre de cet accord. Donald Trump a promis de rencontrer le chef d'État congolais et rwandais dans son pays, en tout cas courant ce mois de juillet. Et ça serait quoi la posture du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais? Et ça serait quoi aujourd'hui? Comment voyez-vous? Qu'est-ce que vous auriez souhaité que ça soit ce jour-là de rencontre entre les trois chefs d'État? Bon, la posture d'abord de notre chef de l'État, elle est bonne. Parce qu'il a eu à anticiper. Dès son entrée, sa prise de pouvoir, il est allé voir les Rwandais, il est allé voir les Ougandais, et avec des propositions concrètes qui puissent leur garantir une santé économique chez eux, tout en laissant aussi le Congo évoluer en toute liberté, d'entreprendre, d'avoir ses propres initiatives. Mais c'est cela qu'ils avaient rejeté. Et aujourd'hui, on les a ramenés, on a ramené Kagame à cette option-là. C'est-à-dire notre président va se pointer là-bas tout en étant content parce que c'est tout ce qu'il avait essayé de faire bien avant, mais on ne l'avait pas compris. Celui qui sera en mauvaise posture, c'est Kagame parce que c'est ce qu'il avait réfuté là et on sera obligé de lui faire avaler ça. Et il va signer. Cette fois-ci, devant un témoin, non des moindres. Donc il s'est toujours targué comme étant son parrain. Mais il va le signer. Voilà. Oui. Ce qu'on pouvait dire autour de cet accord, j'espère qu'on a abordé l'essentiel de cette question de la coopération qui doit être relancée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En tout cas, les deux pays ont signé l'accord le 27 juin dernier à Washington, en présence des autorités américaines, notamment le secrétaire d'État Marc Rubio, avant de rencontrer le chef de l'État américain Donald Trump. Monsieur Christopher Moutamba, on termine avec vous. Votre mot de la fin autour justement de cet accord et de l'indépendance du pays. Merci beaucoup. Oui, au peuple congolais, le 50e anniversaire, le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nous trouve à un moment charnier. 3 jours avant, on venait de signer un accord. Une sorte de jeter les bases sur un nouveau départ. Pourquoi? Parce que la guerre a plombé depuis 30 ans notre élan. Et maintenant, nous, Congolais, nous devons prendre la mesure de la chose. C'est-à-dire quoi? Ne pas d'abord douter, parce qu'il y a des vendeurs de rêves. Il y a des gens dont la propension est de nous conduire à douter. Nous devons refuser de douter. Nous devons actualiser notre espoir. Notre espoir de faire d'un Congo grand, réellement grand. Nous devons nous appliquer parce que l'accord ne va pas tout résoudre. Il y a une part des responsabilités. Le président l'a dit dans son mot de circonstance. Nous avons, chaque Congolais a une responsabilité. Nous devons agir. Agir dans le sens de l'unité, de la cohésion. Parce que la cohésion dont on parle ici, ce n'est pas la cohésion des politiciens, c'est la cohésion de nous, Congolais. Nous devons nous départir des tares qui ont toujours désarticulé notre société, également plombé notre rang, tel que le tribalisme. On doit mettre ça de côté. Nous devons éviter la corruption. Pourquoi? Parce qu'elle corrompt tout, même notre vie. Si nous adorons la corruption,
elle corrompt même notre vie. Nous devons nous départir du mensonge. Ça, surtout, notre classe politique, elle est vraiment dans le mensonge. Elle pense que mentir la population et tout ça. Nous devons éviter la frénésie, c'est-à-dire avoir des ambitions à tout prix. Je dois être sur cette table-là. Si moi je ne suis pas là, les choses ne peuvent pas marcher. Il faut que je sois là. Si je suis absent, donc autant que ça ne marche pas. Alors nous devons nous dépouiller de ce genre de comportement. Nous devons asseoir les valeurs. Chaque Congolais, tel que nous sommes là, chacun de nous connaît le bien et le mal. Mais malheureusement, nous n'avons pas des ressources morales capables de nous permettre d'éviter le mal, de nous attacher au bien. Faisons-le. Aimons-nous les uns les autres. Nous appartenons à une seule patrie, ce Congo. Nous n'avons pas deux. Commençons d'abord par nous aimer, nous, ici. Parce que si le monde nous hait et que nous-mêmes en interne ici, nous nous haïssons encore. Donc ça n'a pas de sens. Oui. D'accord. Alors, pour terminer, joyeuse et heureuse fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs de Géopolis Télévision pour avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous échangions avec M. Christopher Ngoyi Moutamba, qui est coordonnateur national de la société civile de la République démocratique du Congo. On a parlé de la mise en œuvre ou de la signature de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous le savez, c'était le 27 juin dernier en présence des autorités américaines. Cet accord est censé mettre définitivement fin à la crise sécuritaire qui écume l'Est de la RDC depuis plus de 30 ans, on l'a toujours dit. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Merci à William Albert Kelengai, le manager de Géopolis Télévision, pour l'accompagnement technique et logistique. À très bientôt.